Bonjour à Bonjour. tous. Ouais. Bonjour à tous. Eh bien, on va démarrer. On attend 1 ou 2 minutes puisque c'est pratiquement 10 heures. Bénédicte va vous expliquer comment vous pouvez continuer à poser des questions parce que vous avez déjà été nombreux à le faire. Bénédicte, hein. Oui, donc sur la droite, vous avez un petit onglet avec questions. Il suffit d'écrire votre question et d'envoyer sur OK. Et nous, on reçoit vos questions en direct et on peut y répondre en direct par écrit ou à l'oral avec Monsieur Bonnefond. Et de toute façon, si on n'a pas pu répondre à toutes les questions que vous nous avez posées, on reçoit toutes vos questions par mail et on pourra y répondre dans la journée ou lundi. Bien, mais écoutez, on va démarrer. Oh là, ça se connecte très vite. Là, on va attendre encore quelques secondes. On est déjà plus de 260 à être connectés et ça se connecte sans arrêt, sans arrêt. Bon, on va attendre un petit peu. À 500, ça bloquera. Donc d'abord, je voulais vous remercier d'être présent aujourd'hui, dans ce dimanche, mais on est tous confinés, donc voilà, hein. On essaie d'échanger et de voir comment on gère nos entreprises lundi et toute la semaine pendant cette période qui malheureusement va durer. Donc l'objectif, c'est de répondre à vos questions. Les choses changent très très vite, hein. Vous voyez bien que les pouvoirs publics ont décidé de publier pratiquement 1 ou 2 arrêtés tous les jours qui nous concernent. Viennent de décider de pouvoir légiférer par ordonnance sur toute une série de dispositifs, notamment le droit du travail et d'autres règles de réquisitionnement, d'action de l'armée, etc. Donc on rentre dans une période où il faut de la réactivité et donc de la réactivité aussi pour nous, pour pouvoir vous informer. On le fait bien sûr l'USPO, l'ordre, l'autre syndicat. Tout le monde participe à cette information pour essayer de vous tenir informé le plus rapidement possible et faire au mieux pendant cette période. Donc, pour les différentes questions, on va, Bénédicte, commencer par thème. Je crois que le premier, c'est les masques, hein, tout Oui, le monde. c'est la première question qui sort ouais, en premier. Voilà. Donc sur les masques, vous avez été approvisionné cette semaine par Géodis avec quelques aléas. Donc, beaucoup de pharmaciens, pratiquement plus de 75% des pharmaciens ont reçu 500 masques chirurgicaux. La moitié ont reçu 50 masques FFP2. Donc, on a toujours une enquête qui est en ligne pour essayer de détecter les incidents, c'est-à-dire des pharmaciens qui n'ont rien reçu, alors rien reçu du tout, d'autres pharmaciens qui ont reçu des quantités extrêmement faibles, 100, 200 masques. Donc, n'hésitez pas à continuer à répondre à cette enquête. Comme ça, nous pourrons, auprès des pouvoirs publics, remonter cette information pour essayer de vous réapprovisionner le plus rapidement possible et montrer que ce système n'était pas très performant. Et nous allons maintenant avoir une seconde vague d'approvisionnement qui va se passer de façon classique par les grossistes répartiteurs. Donc, on est en train de pousser cette solution avec le Conseil de l'ordre et les différentes sections grossistes pour dire que c'est la meilleure solution. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés, mais normalement, la semaine prochaine, une seconde vague de masques devrait arriver. Alors, les masques que vous recevez, ils sont à destination des professionnels de santé. Il y a deux situations possibles. Vous êtes dans une zone non à risque, et d'ailleurs, pour aller chercher cette zone à risque, vous pouvez cliquer sur les différents liens que nous avons mis sur le site USPO. Ça n'arrête pas d'évoluer, hein. Les départements, malheureusement, progressent les uns après les autres. Donc, si vous êtes dans une zone qui n'est pas à risque, les masques sont à destination des médecins, des infirmiers et également des pharmaciens. Alors là aussi, pas d'inquiétude, hein. Les préparateurs y ont droit. D'ailleurs, au début, les préparateurs avaient des masques chirurgicaux, les pharmaciens des masques FFP2. Donc c'est fini. On peut équiper toute l'officine pour tout le personnel qui est en contact avec des masques chirurgicaux.
Si vous êtes dans une zone à risque, on peut étendre cette distribution de masques à d'autres professionnels de santé, notamment les kinés quand ils sont en activité. Les dentistes, non. Ça va être limité à quelques cabinets dentaires qui vont faire des soins d'urgence, les sages-femmes, les biologistes, avec une quantité de masques qui est bien définie. Pour les médecins, pour les infirmiers, c'est 18 masques par semaine. Et ça va continuer. Pour d'autres, c'est 6 masques par semaine en fonction de leur activité. La difficulté que l'on rencontre, c'est de délivrer des masques au service de soins à domicile, les aides à la personne. On a clairement dit aux différentes ARS qu'on ne pouvait pas leur donner parce qu'on n'en aura pas assez. Quand vous avez 30 personnes salariées qui ont droit à 6 masques par semaine, c'est tout simplement impossible par rapport aux quantités que nous avons aujourd'hui disponibles. Donc on avertit l'ARS pour leur dire qu'ils approvisionnent eux-mêmes ces services de soins à domicile. Ils doivent aussi fournir des EHPAD comme ils fournissent actuellement les hôpitaux. Ça ne relève pas de la pharmacie. Sur les protections au-delà des masques, on a trouvé une société qui met en place des espèces d'hygiaphones sur le comptoir en plexiglas, avec un retour qui permet de les faire tenir sans mettre une armature en bois. Hein. Ils sont posés et scotchés. Vous pouvez trouver ces outils pour chaque comptoir. Il faut simplement vous inscrire. C'est le comptoir des pharmacies. Ils l'ont mis à disposition. Ça coûte à peu près 50 ou 60 euros par comptoir. Il y a 20 euros de frais de port et vous êtes prêt dans les 2 jours. Donc, je fais de la publicité. Et ils ont réussi à faire ouvrir une entreprise et à maintenir une entreprise ouverte de plexiglas. Ils ont prévu 4000 équipements pour les pharmacies. Donc, vous pouvez aller le chercher en vous inscrivant sur le comptoir des pharmacies. N'hésitez pas, ça rassure le personnel et ça permet également aux patients de prendre conscience qu'on doit rester pas à proximité des professionnels de santé. Ils ont tellement l'habitude de s'appuyer sur les comptoirs, extrêmement difficile de faire une marche arrière avec des scotch, etc. Là, au moins, c'est propre. J'ai encore des questions sur les masques, si on peut revenir sur les masques. Est-ce que les pharmaciens peuvent donner des masques aux médecins ou aux infirmiers de l'EHPAD? Et par rapport aux prescriptions également, est-ce que quand il y a une prescription de masque, est-ce qu'ils peuvent l'honorer ou pas? Alors malheureusement pour les EHPAD, non. Hein, ça relève d'une distribution faite par les institutions. Pour la prescription de masques aujourd'hui, on voit bien que le discours est assez incohérent. On a dit on peut délivrer des masques sur prescription, alors que de l'autre côté, on nous dit qu'on doit les réserver aux professionnels de santé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de distribution de masques par les pharmaciens auprès de la population. Voilà, c'est très clair, ce n'est pas prévu. On n'arrête pas de nous dire qu'il peut y avoir des prescriptions pour des personnes à risque, mais il faut qu'on nous définisse des règles. Pour l'instant, les règles de distribution du stock État ne relèvent que d'une distribution pour protéger les professionnels de santé. Et j'ai aussi une question, est-ce qu'il est possible de vendre des masques? Par exemple, des pharmaciens ont déjà acheté des masques avant, et est-ce qu'ils peuvent les vendre aux patients? Non. Aujourd'hui, tous les masques sont réquisitionnés. Tous les masques qui sont sur le territoire national sont réquisitionnés. On est en train de lever ce mécanisme de réquisition pour des personnes qui pourraient acheter des masques à l'étranger et pour pouvoir les mettre à disposition des pouvoirs publics, et les pouvoirs publics ont la possibilité de les réquisitionner également en fonction des quantités. Donc, non, il ne faut pas vendre de masques. Il y a malheureusement 1 ou 2 pharmaciens qui se sont fait attraper en train de vendre des masques. Les affaires vont malheureusement pour eux prospérer et pas dans le bon sens. Donc, pas de vente de masques, c'est interdit. J'ai également des questions sur les dons de masques. Qui doit-on prévenir quand des particuliers nous amènent des masques? Est-ce qu'on doit appeler l'ARS ou pas?
Alors, c'est toujours pareil, c'est fonction des quantités. Si c'est une boîte, hein, c'est pas la peine d'avertir l'ARS. Ça vous permet d'approvisionner des professionnels de santé alors que vous allez être très rapidement en rupture. Ce qu'on a reçu nous permet de couvrir globalement, d'après les pouvoirs publics, 15 jours, mais je suis pas sûr que ce soit pas 10 jours. Donc, ça permet eh bien, de les donner aux professionnels de santé et de les équiper. Si c'est des quantités importantes, donc c'est vrai qu'on a lancé un appel. Alors moi, je vous demande à tous de relayer également cet appel, n'hésitez pas, parce que on a des stocks encore dans des administrations, des stocks dans des entreprises, des stocks dans des écoles. Donc il faut que les gens se réveillent. J'avoue que l'élan de solidarité est extrêmement important. Donc n'hésitez pas à faire le tam-tam autour de vous. Et s'il y a des quantités importantes, eh bien, il faut le signaler à l'ARS, parce que là, ce sera bien sûr plutôt à destination des hôpitaux ou des EHPAD qui sont vraiment en grande difficulté et en tension sur tous les équipements. Une question encore sur les masques. Est-ce que je peux donner des masques périmés ou des masques de la grippe H1N1? Oui, vous pouvez. Le seul fait la péremption, puisqu'il y a toujours des dates de péremption sur les dispositifs médicaux normes CE, apparemment ce serait l'élastique qui aurait un petit peu vieilli. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc oui, aujourd'hui on fait tout ce qu'on peut et il vaut mieux bien sûr utiliser tous les stocks de masques, même s'ils ont des dates de péremption. C'est d'ailleurs ça que l'on retrouve dans les mairies et parfois dans les entreprises. J'ai des questions enfin sur la réapprovisionnement des masques et le document unique de traçabilité. À qui doit-il être envoyé? Je n'ai pas reçu l'adresse email, etc. Alors, ce document de traçabilité, je sais que ça a un petit peu créé un irritant chez les pharmaciens, mais au vu de l'attention sur les masques, des vols et des mauvaises pratiques, nous, la profession, on doit assurer une traçabilité de ce stock État qui est donné gratuitement aux pharmacies, avec la confiance de l'État par rapport aux pharmacies, et dont nous devons à qui nous avons donné ces masques. Donc, on remplit le tableau, voilà, avec le RPP. Gilles, excusez-moi, on vous Oui. entend plus très bien. Ah, pourtant, mon réseau est bon. C'est mieux là? Oui, oui, ouais, c'est bon. Ah, je parlais moins fort. Donc, oui, vous devez tenir ce tableau à jour, semaine par semaine. Ça permet d'avoir une traçabilité s'il y a la moindre requête qui est faite auprès du réseau pharmaceutique. Et vous devez envoyer ce tableau tous les vendredis à l'assurance maladie, à la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, normalement, vendredi, vous avez dû recevoir une adresse qui est spécifique département par département. Alors, elle est variable. Une fois, c'est coronavirus, autre fois, c'est masque, d'autres fois, c'est convention pharmaceutique. En fait, c'est très bizarre comme adresse. Ne faites pas des copier-coller de ces adresses parce que ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, vous devez la retaper. Et si vous ne l'avez pas reçu, eh bien, signalez-le au syndicat. Vous pouvez nous l'adresser et nous, on appellera l'assurance maladie pour qu'il refasse une diffusion pour les pharmaciens qui ne l'ont pas reçu. Vous devez le faire. Par contre, envoyer ce tableau aux grossistes répartiteurs, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Il n'y a pas de procédures qui sont prévues dans ce sens. Il ne faut pas s'inquiéter. De temps en temps, il y a des mesures qui sont prévues et qui se retrouvent retirées. On verra quelle procédure on fait avec des grossistes. Nous, on est avec Karine Wolf, on préfère que ce soit de nouveau un réapprovisionnement avec des standards. Ça facilite le travail des grossistes répartiteurs. Éventuellement une quantité supérieure dans les risques. C'est en train d'être déterminé par les pouvoirs publics. Et après, on verra sur l'approvisionnement sur les semaines suivantes comment on gère pour que ceux qui en ont encore n'en commandent pas et ceux qui en ont plus en commandent au fil de l'eau. Merci. Est-ce que j'ai pas mal de questions sur l'organisation de la pharmacie? Est-ce que j'ai le droit de fermer ma pharmacie? Et est-ce que je peux raccourcir mes horaires d'ouverture? Alors, sur bon, mais ça y est, hein, on est complet. Hop, il n'y a plus de possibilité Se connecter. Ouais. Ok, hop, attendez, excusez-moi, ça n'arrête pas de clignoter. Voilà.
Donc sur les fermetures de pharmacie. Bon, d'abord, il ne faut pas fermer sa pharmacie. Nous avons un engagement qui est pris avec les pouvoirs publics pour assurer la continuité des soins. Donc, ce n'est pas le moment de dire on va fermer la pharmacie et abandonner le navire. Vous avez vu toutes les dispositions que nous avons prises sur les renouvellements d'ordonnances. Donc, il faut pouvoir assurer ce travail. On en parlera tout à l'heure des règles de renouvellement des traitements. Après, vous pouvez effectivement réduire vos horaires. Si vous êtes en centre-ville et que vous aviez ouvert un petit peu plus tard, entre midi et deux, ou un petit peu plus tôt, pour permettre aux commerçants de venir dans les pharmacies, bon, bah, là, il n'y a plus de commerçants, hein, donc vous pouvez réduire. Si à 18 heures, on ne sait pas ce que va donner le couvre-feu, on parle de 21 heures, on parle de 18 heures, ça va dépendre peut-être de certaines villes. Là aussi, vous pouvez envisager de réduire votre amplitude horaire. Mais faites-le d'abord en vous assurant avec vos confrères autour qu'il faut organiser les choses, hein, et il faut assurer la continuité des soins. Bien évidemment, vous devez, si vous réduisez vos horaires, éventuellement le signaler au Conseil de l'ordre et à l'ARS pour que tout le monde soit bien d'accord avec ça, mais pas de fermeture. Alors si on a une situation exceptionnelle avec un pharmacien qui est malade, son équipe qui est malade et que plus personne ne peut tenir la pharmacie, eh bien à ce moment-là, il faut faire ce signalement à la fois au Conseil de l'ordre, à l'ARS et à son assureur pour voir s'il peut y avoir une remise en place d'une perte d'exploitation. Mais pas d'initiative personnelle, pas de convenance personnelle, tout ça doit être organisé avec ses confrères. J'ai également des questions sur l'ouverture en mode sas de garde. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors, chacun va pouvoir s'organiser, hein. Maintenant, si vous avez 30 personnes dans la rue, parce que vous êtes en sas de garde et que vous ne pouvez accueillir qu'une seule personne au sas de garde, ça risque d'être un petit peu compliqué. À chacun de voir comment il peut le faire. C'est vrai que dans les zones qui sont fortement contaminées aujourd'hui, certains pharmaciens travaillent comme ça. OK. Mais d'autres ne peuvent pas le faire. Vous pouvez limiter en mettant des panneaux à l'entrée de l'officine en disant qu'il ne peut pas y avoir plus de 3 personnes dans l'officine, plus de 2 personnes dans l'officine en fonction de la taille. Hein. C'est ce que l'on retrouve dans toutes les activités qui restent ouvertes actuellement pour assurer la distance de 1 mètre entre chaque personne. Ça, c'est à vous de l'organiser. Ça permet de gérer le flux sans avoir une pharmacie qui est bondée, et ça, ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Mais le fait de porter un masque soi-même, le fait de mettre des panneaux, le fait d'avoir vu les gendarmes intervenir auprès de commerçants qui n'étaient pas un minimum de bon comportement, fait que petit à petit, la population est en train d'intégrer l'ensemble de ces règles. C'est beaucoup plus facile de les faire respecter maintenant. Enfin, une dernière question peut-être sur la pharmacie. Le protocole de désinfection des locaux en fin de journée, comment je peux désinfecter mon comptoir, avec quel produit? Alors déjà, si on peut le faire plusieurs fois par jour, c'est mieux. Alors le comptoir, par exemple, il faut nettoyer. D'abord, il faut nettoyer avec un produit détergent. Et ensuite, on peut désinfecter avec de l'alcool à 70. C'est suffisamment virucide et ça permet d'avoir une pharmacie plus propre. Pareil pour le sol, hein, nettoyer avec de la javel. Si on peut le faire plusieurs fois par jour, c'est mieux de mettre en place des protocoles quand vous avez la possibilité de le faire. Les hygiaphones en plexiglas, ça va permettre également de protéger notamment les comptoirs. Donc après, ça aussi, c'est un élément beaucoup plus facile pour nettoyer. Une petite astuce sur les souris, sur les claviers. Bon, bien sûr, on peut les nettoyer, mais on peut mettre aussi du cello frais. Film plastique, ça permet de le changer régulièrement et d'éviter chaque fois de repasser tous les boutons évident et pas simple à faire. Pareil pour la souris, pareil pour l'appareil carte bleue, hein, pour voilà, éviter chaque fois de le nettoyer.
Certains mettent les appareils lecteurs de carte vitale à disposition du patient. Comme ça, c'est le patient qui met la carte vitale à l'intérieur de l'appareil. Bien sûr, il faut les nettoyer régulièrement. Privilégier le paiement en carte bleue sans contact. C'est fait un petit peu partout. Voilà, donc vous pouvez avoir toute une série d'astuces. Alors, si vous avez des idées géniales, partagez-les avec vos confrères sur les forums, sur l'ensemble des forums Facebook, etc. N'hésitez pas à donner vos astuces et ce que vous avez réussi à trouver avec votre équipe pour améliorer le quotidien et faciliter le quotidien. Peut-être qu'on peut changer de sujet et passer sur le renouvellement de traitement. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé des renouvellements de traitement et de la réglementation sur le sujet? Alors, vous avez vu qu'on a obtenu énormément de choses pour faciliter la continuité des soins. En fait, on est en train de mettre en place, avant l'heure, le pharmacien correspondant qui suit son patient. Alors, en pratique, si vous avez une ordonnance renouvelable qui est expirée, vous pouvez renouveler le traitement pour 28 jours à ce patient en suivant, bien sûr, les posologies qui sont prescrites sur l'ordonnance. Bon, là, on est sur le traitement chronique ordonnance à renouveler qui est expiré et on renouvelle comme vous renouvelez aujourd'hui vos traitements classiques. Ce renouvellement a été également étendu à des traitements sous traitement substitutif aux opiacés, méthadone, buprenorphine. Méthadone sirop ou méthadone comprimé, on peut renouveler pour 28 jours le traitement, à la condition que le patient ait été stabilisé les 3 mois consécutifs précédents. Donc, on est sur, là aussi, la continuité des soins. Les centres de prescription sont en train de fermer les uns après les autres. Et donc, ces patients qui ont besoin de ce traitement avec des ordonnances qui ne sont valables que pour 28 jours, on a le droit de prolonger le traitement. D'abord, c'est les patients que vous connaissez, puisque le nom de la pharmacie est indiqué sur l'ordonnance, et ça permet à ces patients de ne pas avoir d'interruption de traitement, bien évidemment. On peut aussi faire la même chose pour les hypnotiques, puisque là, normalement, l'ordonnance n'est pas renouvelable, hein, puisque c'est limité à 28 jours. Eh bien, on peut prolonger ces traitements, là aussi dans les mêmes conditions, si le patient prenait cette hypnotique au même dosage sur les 3 mois consécutifs. Donc, anxiolytique, c'est pareil, c'est limité à 12 semaines, mais là, on peut déroger à la règle, on peut prolonger comme une ordonnance renouvelable classique, même s'il est arrivé à expiration. Est-ce que vous pourriez nous faire un point sur le zolpidem et les somnifères, s'il vous plaît? Alors, bon, hypnotique, c'est clair, on peut renouveler. Alors, c'est le cas particulier du zolpidem, hypnotique, mais assimilé stupéfiant. Alors, pour l'instant, tout ce qui est stupéfiant, hormis le TSO, et assimilé stupéfiant, la règle du renouvellement est interdite. D'un côté, on a autorisé pour les hypnotiques, et de l'autre côté, pour l'instant, interdit pour les stupes et assimilés stupes. Bon, le zolpidem est entre les deux. On peut considérer que l'hypnotique est renouvelable. Donc, nous, l'interprétation que nous faisons, on ne va pas s'embêter. Hein, si c'est un zolpidem, eh bien, et si le patient prend du zolpidem depuis 3 mois, on le renouvelle. On fera préciser ça par les pouvoirs publics. Et je pense que pour les traitements contre la douleur, pour les stupéfiants, je pense qu'il va falloir que l'on retravaille avec les pouvoirs publics parce que des personnes qui sont sous durogésique depuis 3 mois, il faudra qu'on en regarde. En tout cas, je répète la règle, ordonnance qui est renouvelable, expirée et qui contient des anxiolytiques, on peut renouveler mois par mois, 28 jours par 28 jours. Traitement TSO, traitement substitutif aux opiacés et hypnotique, si le patient a un traitement régulier depuis 3 mois, on peut renouveler ce traitement. Bien sûr, il faut avertir le médecin avec tous les moyens que nous avons à notre disposition, messagerie sécurisée, alerte,
Voilà, peut-être pas le téléphone parce qu'ils vont être débordés, mais il faut aussi avertir le médecin que l'on poursuit ce traitement et vous devez obligatoirement éditer au dos de l'ordonnance renouvellement exceptionnel. Alors, si les éditeurs de logiciels ont mis à disposition renouvellement spécifique Covid, eh bien vous le tapez, sinon c'est renouvellement exceptionnel. Et derrière, vous mettez bien sûr comme vous le faites aujourd'hui, quand vous relevez une ordonnance, c'est obligatoire de le faire et vous faites le tiers payant et remboursé par l'assurance maladie. On peut peut-être changer de sujet. J'ai aussi des questions sur les déplacements entre la pharmacie et le domicile. Quels documents faut-il avoir pour le pharmacien titulaire, mais également pour les salariés? Alors, ce que je vous conseille de faire, d'abord, c'est de faire une attestation de l'employeur. Pharmacie, la liste de vos employés avec votre signature, votre tampon et le contact téléphonique qui peut être mis à la disposition des gendarmes s'ils doivent le vérifier. Mais en plus de cette attestation, vous devez donner une attestation journalière à vos employés. Parce que pour des raisons de déplacement, pour aller au travail dans une pharmacie, les contrôles vont être de plus en plus serrés. Vous avez de plus en plus de gendarmes qui vont contrôler et qui vont être de plus en plus sévères avec les absences d'attestation. Donc oui, c'est contraignant, oui, c'est pénible, mais il faut le faire, comme ça vos salariés ne seront pas embêtés. La présence du caducée aide bien, mais parfois elle ne suffit pas. Comment organiser le travail quand un pharmacien ou un salarié est malade? Est-ce qu'il peut venir, est-ce qu'il peut continuer à travailler ou pas? Alors, aujourd'hui, quand une personne, au départ, c'était une mise en quarantaine obligatoire s'il y avait détection de Covid pour l'ensemble des soignants. Aujourd'hui, il n'y a plus une mise en quarantaine obligatoire pour les soignants, puisqu'on a besoin de tout le personnel et de toutes les équipes pour pouvoir travailler, que ce soit à l'hôpital, que ce soit les médecins ou que ce soit au niveau des pharmacies. Donc, en fonction de la situation du patient, ben, s'il peut travailler et s'il a choisi de venir travailler, il peut le faire. Bien sûr, il faut qu'il soit protégé, peut-être pas trop en contact avec les patients. Attention au niveau du personnel qui ne soit pas contaminant. Ça, c'est une discussion de gré à gré avec son équipe et de savoir ce que l'on peut faire. On voit bien que le travail aujourd'hui est en train de se réduire. On a eu activité lundi et mardi matin. Ensuite, ça commence à se calmer sérieusement. Donc là, on est sur des flux qui sont plutôt des flux réduits ou classiques, nouvellement donc ce qui permet de pouvoir un petit peu mieux gérer ses équipes et de faire attention au turnover, aux personnes qui sont fatiguées, aux personnes qui sont stressées, aux personnes qui sont éventuellement malades, de pouvoir faire des rotations au sein de ces équipes. Après, c'est chacun qui va le faire de gré à gré. Il va y avoir, dès la semaine prochaine, toute une série de dispositifs qui vont être mis en place pour le droit du travail. Donc l'histoire des congés, l'histoire du travail partiel, du chômage partiel, etc. On va vous faire un résumé dès que ces textes seront sortis de l'ensemble de ces nouvelles dispositions qui seront certainement publiées en tout début de semaine pour savoir comment vous pouvez travailler avec votre équipe et gérer avec votre équipe. Il faut être vraiment très proche de son équipe. Il y a de l'inquiétude, beaucoup. On se pose beaucoup de questions, les mesures de protection, qu'est-ce que l'on doit faire, etc. Donc, il faut bien, je dirais, s'occuper de son équipe et voir comment, ensemble, on prend des décisions de protection, des décisions de planning, des décisions d'adaptation du temps de travail au sein de son entreprise et de mettre également, quand les personnes sont fatiguées, de voir avec elles pour qu'elles puissent se reposer parce que la période va durer. J'ai plusieurs questions sur le droit de retrait. Est-ce que les salariés de l'officine ont le droit d'exercer un droit de retrait?
Et non, par définition, tout ce qui est personnel soignant, le droit de retrait n'est pas prévu, hein. Donc, on doit assurer la continuité des soins, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et nous, les patients, ils comptent sur nous, ils comptent sur une pharmacie organisée, capable de permettre à des patients d'accéder à leur traitement, que ce soit le traitement chronique ou que ce soit des traitements aigus, quand malheureusement ils sont atteints. Donc non, il n'y a pas de droit de retrait qui est prévu. J'ai aussi, Oui, pardon. j'ai aussi beaucoup de questions sur le chômage partiel, mais je pense que vous en avez un petit peu parlé, mais peut-être dire que on aura des informations la semaine prochaine, parce que j'ai encore beaucoup de questions sur le sujet. Ouais, ouais. Sur le chômage partiel, voilà, on va voir les conditions de mise en place du chômage partiel, les situations particulières pour les professionnels de santé qui auront certainement un traitement particulier. Nous avons fait, je fais une parenthèse, nous avons fait une demande, réussi à avoir le cabinet du Premier ministre pour donner quelques idées. Euh, Cette prime de 1 000 euros qui n'est pas aujourd'hui applicable à l'officine parce qu'on n'a pas d'accord d'entreprise, d'accord d'intéressement, etc., je trouve ça particulièrement injuste. Et de ne pas avoir inclus pour l'instant, j'espère que ce sera réparé pour l'ensemble de tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, de pouvoir faire bénéficier d'une prime de 1 000 euros, la prime Macron, pendant cette période, je pense que ce serait un geste intéressant de la part des pouvoirs publics. En tout cas, on ne va pas ménager nos efforts pour élargir cette prime accessible aux pharmaciens officinaux, même s'il n'y a pas d'accord salarial, d'accord d'intéressement, etc. Toujours sur l'organisation de la pharmacie, j'ai aussi beaucoup de questions sur les gardes d'enfants et est-ce que les préparateurs sont comptés dans ces gardes d'enfants prévus pour les professionnels de santé? Alors oui, les préparateurs sont inclus, bien évidemment. C'est du personnel de santé qui travaille dans un espace de santé. Donc il n'y a pas de raison que les enfants des préparateurs ne puissent pas bénéficier de ce service de garde, de crèche pour eux. Alors, on sait que dans certains secteurs, ils sont assez pénibles, du style, si les deux parents ne sont pas professionnels de santé, eh bien l'autre parent devra garder l'enfant. C'est pas toujours aussi simple. Donc, si vous avez des incidents, n'hésitez pas à le signaler à votre président de syndicat, au représentant du Conseil de l'ordre, à nous. On est déjà intervenu sur Paris, sur les Deux-Sèvres, parce que les conditions d'accès à ces crèches ou à ces garderies étaient extrêmement restrictives et nous avons fait changer les dispositions qui avaient été prises en local et interprétées en local par un certain nombre de directeurs d'école ou d'enseignants. J'ai également des questions sur une information qu'on a fait circuler, que l'USPO a fait circuler sur la livraison des médicaments à domicile. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors, ce que l'on conseille dans l'organisation de la pharmacie, c'est de proposer aux patients de nous appeler s'ils veulent un renouvellement d'ordonnance, donc de le faire avant, ce qui permet de préparer l'ordonnance, de préparer le traitement et quand ils viennent à la pharmacie, d'avoir un délai d'attente beaucoup plus court. Et nous, ça nous permet de nous organiser. Donc, si le patient peut venir appeler en disant j'ai besoin de mon renouvellement, est-ce que vous pouvez me le préparer, je viendrai tel jour. Voilà, ça permet de réduire le temps de présence et la file d'attente au niveau de la pharmacie. Aussi, le patient peut venir le chercher, pas de problème. Si les aidants peuvent venir le chercher ou la famille peut venir le chercher, pas de problème. Mais également de proposer pour des personnes qui sont malades, qui éventuellement sont très âgées, ont des pathologies où il vaut mieux pas circuler dans la rue, de pouvoir leur porter leur traitement à domicile. Et on a demandé à l'assurance maladie, on va voir ça mardi, d'indemniser les pharmaciens qui dispenseraient à domicile pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer. Mais c'était, je crois, jeudi à la pharmacie. J'ai vu arriver un patient avec son oxygène en déambulation.
peux vous dire qu'on lui a mis une bonne réflexion en disant mais vous sortez plus du tout, vous êtes en insuffisance respiratoire, qu'est-ce que vous faites dehors avec votre oxygène, il faut absolument rentrer à la maison et on vous apportera les médicaments. Donc voilà, il faut faire passer aussi ces messages. Si jamais nous obtenons gain de cause auprès de l'assurance maladie, on vous tiendra informé sur la façon dont est calculée l'indemnité de livraison, mais je pense que là aussi ce serait un geste parce que l'objectif c'est le confinement des patients fragiles, alors on peut se faire aider par les infirmiers, par les familles. Je sais que dans certains pays comme l'Italie, la Croix-Rouge fait un service de mise d'aide et de portage à domicile des médicaments. Nous, on va voir si on peut le faire avec l'assurance maladie. Par rapport aux nouveaux services ou aux autres services, est-ce que le télésoin pourrait également être indemnisé? Est-ce que les pharmaciens pourraient faire du télésoin? Alors pour l'instant, on n'a pas fini la négociation avec l'assurance maladie sur le télésoin, on n'a même pas commencé. On sait qu'on sera autorisé à le faire, mais pour l'instant, ça n'a pas démarré. Donc, par contre, le télésoin a été organisé pour les infirmiers pour suivre et surveiller les patients à domicile, parce qu'on sait que malheureusement, avec cette pathologie, on a des premiers signes importants pendant 2-3 jours. Après, ça peut un petit peu s'améliorer. Et on sait qu'au 7e, 8e jour, il peut y avoir une dégradation très, très importante de la situation du patient, notamment des personnes âgées, avec immédiatement une insuffisance respiratoire aiguë qui peut s'installer parce que les poumons sont pris. Et là, il faut prendre des dispositions d'urgence. Donc, les infirmiers ont obtenu la télésurveillance des patients à domicile. Bien sûr, les médecins aussi peuvent le faire. Pour les pharmaciens, ce n'est pas le cas pour l'instant. Merci. J'ai beaucoup de questions sur les gels hydroalcooliques et les solutions hydroalcooliques. Est-ce que vous pourriez refaire un récapitulatif de qui est autorisé à en faire, le prix, la TVA? Alors, bon, les gels hydroalcooliques, d'abord, on n'arrive pas à en avoir. Enfin, si certains pharmaciens ont des astuces, n'hésitez pas à les partager aussi avec vos confrères. Donc, un décret a été publié au journal officiel permettant de fixer le prix public de vente de ces gels, TTC, et également un prix de cession, c'est-à-dire un prix auquel vous ne pouvez pas, c'est un prix maximum d'achat pour le pharmacien, donc ce qui permet de maintenir une marge faible, mais encore raisonnable. Donc tout le monde doit respecter la règle, à la fois tous les pharmaciens qui vendent des gels, et également tous les fournisseurs qui vous approvisionnent les pharmacies. Si vous avez acheté des gels avant la mise en application de ce décret, vous devez respecter le prix public. Vous ne pouvez pas vendre à perte, bien évidemment. À vous de choisir si vous voulez les écouler au prix, au prix public ou si vous voulez, tant pis, les garder pour plus tard quand le décret ne sera plus en application. Il est prévu jusqu'au 31 mai. Pour les solutés hydroalcooliques, chaque pharmacien est autorisé à le faire. On voit bien maintenant que les alcools à 96, 95, 90 sont autorisés. Le problème, c'est qu'on manque d'alcool. On n'arrive plus à s'approvisionner ni en alcool, ni en glycérine, ni en flacon. Donc, ça devient extrêmement compliqué, mais c'est un service important. Alors, sur les prix, on a obtenu, comme c'était de la fabrication artisanale, que le prix qui est prévu pour les gels soit majoré de 1,5 pour tout ce qui est inférieur à 300 ml par rapport au prix du gel et 1,3, un coefficient de 1,3 pour ce qui est supérieur à 300 ml. Donc, bien sûr, nos confrères qui font des préparations arrivent à obtenir un petit peu d'alcool et en fabriquent régulièrement. Ils contingentent des pharmaciens, puisque le transport en plus est compliqué, hein, de l'alcool, donc ils vous les envoient par petite quantité, des solutés hydroalcooliques. Ça permet de s'approvisionner. La TVA
Quand c'est fait de façon industrielle, la TVA sur les biocides, c'est 20%. Quand c'est des préparations magistrales, la préparation magistrale est théoriquement à TVA 10%. Donc, il y a un entre les deux. Nous, on considère que c'est une préparation magistrale et on préconise que le 10% continue à être appliqué par nos confrères pharmaciens qui font des préparations spéciales ou pour ceux qui font cette fabrication artisanale au niveau de leur officine. On peut faire du vrac, c'est-à-dire on a bien sûr vu, au vu de la pénurie des flacons, dit qu'on pourrait re-remplir des flacons. Alors bien évidemment, il ne faut pas remplir des flacons qui ne sont pas propres, des flacons qui ont contenu je ne sais pas quoi, du liquide de vaisselle, de l'eau de Cologne, etc. Tout ça, c'est pas raisonnable, ça peut être même dangereux. Certains envisageaient même de remplir des flacons, des bouteilles d'eau minérale. Pas très malin. Après, quand on stocke ça à la maison, ça peut être hyper dangereux, même si on a étiqueté le flacon. Donc, voilà, si vous avez fabriqué des solutions hydroalcooliques, demandez aux patients de vous ramener le flacon. Et là, le prix qui est pratiqué sur le remplissage en vrac de notre flacon par rapport au prix du gel hydroalcoolique, Bénédicte, c'est 1,2 jusqu'à 200 ou 300 000. 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins et 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml. Voilà. Donc, toutes ces règles sont sur les sites de l'USPO. Vous le retrouvez également sur le site du Conseil de l'Ordre. Donc, n'hésitez pas à aller chercher toutes ces informations si vous ne les avez pas déjà reçues. Et on a déjà beaucoup envoyé ce type d'informations. Je suis désolé, on vous envoie régulièrement des points d'info, tout simplement parce que l'actualité change. Et donc, gardez-les bien en référence ou allez sur les sites pour, voilà, si vous posez des questions. Et puis, vous pourrez aussi nous poser des questions en direct. N'hésitez pas à le faire. Pour changer de sujet, j'ai aussi des questions sur le paracétamol, les ruptures de paracétamol et la nouvelle réglementation par rapport à une boîte et deux boîtes, et également sur l'inscription obligatoire dans le DP. Excusez-moi, je reviens sur les solutions hydroalcooliques. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Il commence à y avoir de plus en plus d'initiatives locales avec des URPS, avec des syndicats, avec des alcooliers qui sont sur place et qui proposent de mettre à disposition de l'alcool pour pallier à l'absence d'alcool disponible aujourd'hui, alcool pharmaceutique. Donc, ça vient d'être autorisé par un arrêté qui est sorti au JO hier ou avant-hier, qui dit que également l'alcool non pharmaceutique, mais bien sûr de l'alcool pur, et sous certains types de contrôle, peuvent être utilisés pour préparer du SHA. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives du côté des Hauts-de-France, du côté de l'Île-de-France, du côté de Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai vu passer des actions du côté ou des tentatives d'action du côté de Nouvelle-Aquitaine, également dans la région centre, voilà, avec Boiron. Bon, voilà, tout le monde essaie de faire, de pallier à ce manque d'alcool, et il y a une solidarité des alcooliers pour nous aider à, pendant cette période difficile, à continuer à fabriquer du soutien hydroalcoolique. Donc, soyez attentifs aux messages qui vont passer. Le paracétamol. Le paracétamol, on a anticipé les ruptures de stock. Et on l'a fait très tôt. Parce que d'abord, les deux grands sites de fabrication au monde de paracétamol, un est en Chine, l'autre est aux États-Unis. Chine, vous connaissez la situation. États-Unis ferment les frontières. Et l'Inde a déjà aussi restreint ses exportations. Donc on sait que la matière première risque de manquer. Et on sait que le paracétamol est énormément utilisé pendant cette période d'épidémie pour les personnes qui sont atteintes. Et comme l'épidémie progresse, bien évidemment, le paracétamol va être utilisé de façon beaucoup plus importante qu'auparavant. Donc, on a préféré contingenter pour les patients pour éviter qu'ils fassent ces stocks inutiles, qu'on se retrouve en pénurie pour les patients qui en ont besoin.
Donc, c'est une boîte pour des patients qui n'ont pas de symptômes, 2 boîtes pour les patients qui ont des symptômes. S'il y a une prescription, on honore la prescription et on donne la quantité de paracétamol dont le patient a besoin. Là aussi, vous rappelez l'avenant numéro 20, on donne la quantité qui est juste nécessaire pour le patient. Et quand on est sous conseil, s'il n'y a pas d'ordonnance et que l'on conseille le traitement une boîte ou 2 boîtes, eh bien, on préconise de façon extrêmement forte de l'inscrire dans le dossier pharmaceutique. C'est une façon, là aussi, d'anticiper le parcours de soins. Le parcours de soins, quand un patient a besoin de conseils, on sait qu'il faut l'inscrire dans le dossier pharmaceutique, ce qui permettra, quand il sera connecté avec le DMP, le dossier médical partagé, de pouvoir partager cette information avec le médecin ou avec d'autres soignants. Donc voilà, on anticipe là aussi sur ce que l'on fera systématiquement pour le conseil. Et puis ça permet aussi de voir les patients qui font du nomadisme, même si c'est qu'une boîte. Mais voilà, ça met un petit peu de pression sur des comportements qui ne sont pas très solidaires. Est-ce que vous pourriez nous parler du Plaquenil? J'ai beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut honorer l'ordonnance ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce sujet-là? Alors, compliqué, c'est ce qui est en train de se passer, comme toujours, la solution miracle, un test avec 20 personnes, 20 patients, fait à Marseille, une communication, Trump qui s'en mêle parce que ça y est, il a une solution miracle, et ça part dans tous les sens. Donc, cette association plaquenil-azithromycine, le ministre de la Santé, clairement, a accéléré l'essai clinique. Pardon, accéléré. Vous inquiétez pas, c'est la voix qui s'enraye, hein, c'est pas autre chose. Donc, accélérer l'essai clinique pour voir si effectivement c'était significatif. Mais au vu de la production et de la quantité de plaquenil et d'azithromycine, il y a plutôt intérêt à ce qu'on ne fasse pas des prescriptions préventives, des prescriptions inutiles pour des patients qui n'en ont pas besoin. D'abord, le plaquenil, on a des patients chroniques qui en ont besoin. Donc, si on met là aussi en rupture, ça va être compliqué. Donc, Sanofi est alertée et contingente. Nous, on a clairement demandé à l'Agence du médicament et au ministère de la Santé de nous donner des consignes très claires. Est-ce qu'on honore une prescription? Est-ce qu'un généraliste, un médecin est autorisé aujourd'hui à prescrire plaquenil et azithromycine, y compris quand un patient n'a pas un Covid identifié? Est-ce que ces prescriptions qui sont hors AMM au service hospitalier, quand on se retrouve avec une personne qui est dans les pires difficultés et où on essaie de faire chuter la masse virale. Donc nous, on a besoin de clarification parce que bien évidemment, on voit ces ordonnances fleurir au niveau des officines. Et je pense que la semaine prochaine, il y aura des directives qui seront beaucoup plus précises et qui permettront aux pharmaciens de refuser avec beaucoup plus de facilité ces prescriptions qui sont hors AMM. Merci. Est-ce que vous pourriez nous parler également des ordonnances par WhatsApp et les téléconsultations? Comment ça sera pris en charge? Comment les médicaments dispensés seront pris en charge? Est-ce qu'ils peuvent être dispensés déjà? Alors, c'est vrai que les médecins vont de plus en plus travailler en télésoin et avec des systèmes d'ordonnance aujourd'hui qui pourront être dématérialisés. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, parce que tout ça n'est pas très clair sur WhatsApp, bon, d'abord, ce n'est pas des messageries sécurisées, donc il vaut mieux privilégier les messageries sécurisées qui sont mises en place dans beaucoup de régions aujourd'hui, échanger avec le médecin pour voir comment on peut sécuriser les ordonnances pour pas que les patients aient ça sur leur iPhone, parce que ça ne me paraît pas très sécurisé non plus. S'il y a des prescriptions avec des médicaments qui nécessitent la présence d'une ordonnance sécurisée avec WhatsApp, comment on fait? Donc moi je pense que voilà, il faut se rapprocher de son médecin, voir avec lui comment la transmission des ordonnances peut être faite plutôt par messagerie sécurisée
Et après, de faire au mieux, parce que là, le principe de réalité, malheureusement, est en train de l'emporter sur certaines règles, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc voilà, essayer de se coordonner. Là, je vois dans des secteurs où les communautés professionnelles et territoriales de santé ont commencé à émerger, eh bien, on voit immédiatement la relation médecin, pharmacien, infirmier et autres professionnels de santé se mettre en place avec une meilleure organisation. Les gens se connaissent, ont appris à se connaître et on voit tout l'intérêt aujourd'hui des CPTS et de travailler en coordination. Donc, n'hésitez pas, rapprochez-vous d'eux, voyez avec eux comment on peut s'organiser pour plutôt utiliser la messagerie sécurisée. J'ai également beaucoup de questions sur le couvre-feu et est-ce que les pharmacies seront obligées d'être ouvertes s'il y a un couvre-feu? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, le couvre-feu, il s'adresse à la population. Il ne s'adresse pas à l'hôpital, il ne s'adresse pas aux médecins, il ne s'adresse pas aux professionnels de santé. Maintenant, s'il y a un couvre-feu qui est à 18 heures, on sait très bien que à ce moment-là, les pharmacies, à 18 heures, la population sera extrêmement parsemée. Donc, il faudra voir, si c'est le cas, de voir comment on gère l'ouverture des pharmacies. Mais on ne peut pas imposer un couvre-feu à des professionnels de santé quand ils travaillent, etc. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Pour l'instant, les petits bruits qu'on entend, c'est que le couvre-feu serait à 21 heures, mais peut-être variable sur certaines villes. J'ai également des questions sur le prêt de personnel entre officines et la nouvelle proposition qu'a fait l'Ordre et l'ANEF, PharmaHelp. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors, le prêt de personnel entre officines, voilà, ça c'est, je dirais que avec Karine Wolf, bien évidemment, il faut faciliter si des personnes ont une activité très réduite et que d'autres ont des difficultés parce que ont du personnel malade, eh bien il faut échanger entre confrères pour s'entraider. Il ne faut pas hésiter de le faire. Voilà, on est dans une situation où la solidarité dans la profession est absolument indispensable. Donc, si on peut se filer un coup de main, il ne faut pas hésiter. Pour les étudiants, moi, j'ai trouvé leur initiative extrêmement, vraiment exemplaire. C'est-à-dire, voilà, on ne peut plus aller à la fac. Bon, bien sûr, ils vont continuer à avoir des cours et bien sûr faire en sorte que l'année ne soit pas perdue et qu'ils puissent avoir leurs examens à la fin de l'année. Mais clairement et de façon spontanée, ils ont proposé de venir filer un coup de main. On vous entend plus, Gilles. Pardon, filer un coup de main. C'est On mieux vous là? entend plus. Ah, je remets. Est-ce que c'est mieux là? C'est mieux? Non, toujours pas. Tac, tac. Hop. Est-ce que vous m'entendez là? Non, vous m'entendez plus? Non, on vous entend toujours plus. Ah, Ah, ça y est, c'est bon, on vous entend à nouveau. c'est revenu, Oui, oui, excusez-moi. oui. Ouais, c'est le réseau. J'ai l'impression que le réseau faiblit de temps en temps. Mais on est tellement nombreux, on est 501, ça n'arrête pas de clignoter. On aura fait beaucoup de frustrés, j'en suis désolé pour eux. Donc on va refaire des séances comme ça régulièrement, bien évidemment. Oui, en plus, je reçois plein de messages. Euh, ah, qu'est-ce que c'est? Ça y est, ça remarche? Oui, je ne sais pas. J'espère que ça Si, remarche. on vous entend, on vous entend. Bon, très bien. Oui, alors les étudiants, donc vraiment un bel élan de solidarité de leur part. Donc ils ont monté un site internet avec des offres, enfin c'est pas des offres d'emploi, hein, c'est des mises à disposition d'étudiants qui ont envie de travailler en officine et des pharmaciens qui ont besoin d'un coup de main parce que leur personnel est réduit. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site. Là aussi, on vous a fait passer les coordonnées de ce site et je sais que c'est en train de bien marcher. Et là aussi, bon, franchement, bravo aux jeunes étudiants qui cherchent tout simplement à rendre service à la population dans cette période de crise. Donc, bravo et n'hésitez pas à les solliciter.
J'ai toujours beaucoup de questions sur le renouvellement des traitements. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce sujet-là, notamment est-ce que des ordonnances d'un mois peuvent être renouvelées ou pas? Est-ce que le tramadol peut être renouvelé? Voilà, ce genre de choses. Alors, je vais essayer de resimplifier le message. Si vous avez une ordonnance qui est renouvelable et qui est expirée, vous pouvez renouveler le traitement mois par mois. Donc là, c'est simple, il n'y a pas de débat. Si l'ordonnance fait 1 an, parfois on a des spécialistes comme des ophtalmos qui font des ordonnances pour 1 an. Oui, vous pouvez continuer à la prolonger mois par mois. Si vous avez une ordonnance qui n'est pas renouvelable avec un traitement chronique, aujourd'hui, parce que le médecin fait une ordonnance tous les mois, pour l'instant, ce cas n'a pas été prévu. On n'arrête pas de le demander, comme pour les autres traitements, comme le TSO, traitement substitutif aux opiacés hypnotiques. Si le patient a eu le même traitement pendant 3 mois, bien sûr, l'ordonnance n'est pas renouvelable puisque c'est des ordonnances de 28 jours, vous êtes autorisé à prolonger le traitement de 28 jours à la seule condition, c'est que ce patient ait ce traitement à la même dose, au même dosage, les 3 mois consécutifs. Donc, ordonnance renouvelable expirée, vous pouvez renouveler. Ordonnance qui n'est pas renouvelable parce que le médecin fait tous les mois, pour l'instant, on n'a pas obtenu, malheureusement. Donc là, vous devez renvoyer le patient chez son médecin, même s'il a ce traitement chronique depuis plus d'1 an, ça n'a pas beaucoup de sens. TSO hypnotique, oui, vous pouvez renouveler à condition que le patient soit stabilisé depuis 3 mois. Et le zolpidem, qui est à cheval entre l'hypnotique et les stupéfiants, on considère que si c'est stabilisé, vous pouvez le faire, sont exclus de cette possibilité de prolonger le traitement et d'assurer la continuité des soins, les stupéfiants et assimilés stupéfiants. Voilà. J'espère que j'ai été clair. On vous a fait là aussi une circulaire. Hein. N'hésitez pas à la consulter et continuer à nous poser des cas particuliers qui vous posent problème. J'ai aussi des questions sur l'organisation toujours de la pharmacie et notamment des pharmaciennes titulaires qui sont enceintes et qui ne savent pas comment gérer la situation. Est-ce qu'elles peuvent continuer à travailler ou pas? Là, par contre, pour les personnes qui sont à risque, là aussi, bon, elles peuvent voir avec leur médecin si elles peuvent être en arrêt. C'est pas systématique, hein, mais s'il y a le moindre risque, bien évidemment, la personne ne peut pas travailler ou en tout cas ne peut peut-être travailler dans la pharmacie, mais pas être en contact forcément avec le public. C'est au cas par cas et c'est avec le médecin. Mais là aussi, on faut en résumer sur toute cette partie-là qui reste floue parce que ça évolue très vite. Hein. On n'arrête pas d'avoir là aussi des consignes et parfois des choses qui sont modifiées dans les 2 jours. Sur toute cette partie, droit du travail, arrêt du travail, etc., on va vous faire un résumé dans la semaine vous permettant de vous y retrouver. Enfin, peut-être pour finir, une dernière question. J'ai aussi beaucoup d'interrogations sur les conditions du retour à domicile. Comment faire pour protéger ma famille quand j'ai travaillé à la pharmacie? Je suis pharmacien titulaire et je ne sais pas comment faire pour protéger ma famille. Est-ce que je dois aller à l'hôtel? Comment faire pour la distanciation, etc. Alors, là aussi, c'est des conseils, hein, c'est des petites astuces, comme l'histoire du cello frais. Il vaut mieux mettre une blouse. Pouvoir changer de blouse, alors là aussi pour avoir des blouses maintenant c'est un petit peu compliqué, mais avoir des blouses quand on rentre, eh bien on enlève ses vêtements et ça permet, il faut bien sûr les passer à la machine à 60 degrés. Systématiquement, quand vous rentrez chez vous, mettre un coup de gel hydroalcoolique, enlever les chaussures, voilà, ça permet de garder les chaussures un petit peu à l'entrée et ne pas
rentrer dans la maison si tu mets la chaussure. Voilà, des règles d'hygiène. Il y a un tableau qui circule. On n'a pas encore diffusé au niveau du site de l'USPO, mais qui donne quelques règles d'hygiène, de bon sens, pour éviter de contaminer la maison quand on revient. Également, pensez au volant de la voiture. Hein. Quand vous rentrez dans la voiture, un coup de gel, nettoyer la voiture. En plus, si vous vous servez de cette voiture pour aller livrer, pensez aussi à nettoyer le volant, le levier de vitesse, et de faire très très attention. Voilà, c'est des gestes barrières qu'il faut appliquer partout, à la fois à la pharmacie, mais également quand vous rentrez chez vous. Aussi, quelque chose qui paraît évident, mais quand vous accueillez des patients à l'officine, enlevez les présentoirs. Hein. Parce que si les patients touchent les produits qui sont dans les présentoirs, c'est une catastrophe. Donc, il faut bien sûr, dans cette période, enlever tout ce qui peut être touché par les patients. Vous voyez bien que dans les marchés, tous ceux qui vendent des fruits et légumes aujourd'hui sont en train de prendre aussi ces précautions en demandant aux patients de ne pas toucher et de ne pas reposer les fruits sur le marché. Donc, on doit bien évidemment faire attention à enlever tout ce qui peut être dans les présentoirs, dans les bacs disponibles pour les patients. Il y a aussi un petit conseil sur l'ibuprofène. Vous savez que l'ibuprofène est bien sûr contre-indiqué pendant cette période Covid pour les personnes qui ont mal à la gorge, etc. Enlevez-le de derrière le comptoir. Ne le laissez pas à vue. Voilà. Pendant cette période, vous l'enlevez, voilà, pour que le patient vous le demande vraiment, et ça permet de montrer que pendant cette période, l'utilisation de l'ibuprofène n'est pas forcément recommandée, notamment pour les personnes qui ont des symptômes. Elle est même interdite. C'est mieux. Ok, il est 11 h. Est-ce que vous voulez une dernière question ou peut-être? Je ne sais pas si vous en avez d'autres, mais c'est vrai que on est resté à 501 en permanence. Donc moi, ce que je voulais dire avant que vous puissiez profiter de votre dimanche en famille, d'abord, on va continuer à faire ces séances de webinar. On va peut-être le faire le soir. Voilà, on va voir. Je vois qu'aujourd'hui, c'était énormément attendu. Moi, ce que je voulais vous dire à tous, c'est que pendant cette période, eh bien, il faut serrer les dents. On a des petits irritants, des petits trucs comme envoyer le papier à la sécu avec le tableau, des masques, etc. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Franchement, on va arriver dans une période qui va s'aggraver, malheureusement. On sait très bien que tout le monde est inquiet pour la fin de la semaine prochaine, avec une montée en charge. On voit déjà des organisations dans des villages ou dans des villes. On va essayer de faire des consultations en dehors des cabinets médicaux pour récupérer l'afflux de patients qui seraient éventuellement susceptibles d'avoir le Covid. Donc, on va rentrer dans une période qui va être encore un petit peu plus rude. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très fier de notre profession. Vous êtes énormément mobilisés. Vous n'avez pas abandonné le navire au moment où les patients ont besoin de nous. La profession est solidaire. Et donc, nous, on vous soutient dans cette période. On fait au maximum pour vous aider à avoir les bons réflexes, les bonnes attitudes. La gestion du personnel aussi, qui est un moment qui n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc, en tout cas, moi, je suis très fier de défendre cette profession. Merci. Pardon. Et à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.